I don't know if I'm heard. Yes, I am heard. I know a bunch of people will be still coming, and some are in their coffee breaks. So we will start, but this is going to be a very thrilling and interesting panel. Well, thank you very much for inviting me. It's an honor to be moderating this Industry 4.0 panel. It is remarkably an interesting and a must as a topic for Tunisia in the coming years. I would like to, before introducing you gentlemen to the panelists, give a special thanks to the Italian Chamber of Commerce for helping organizing this panel. A special and warm welcome to Our Excellency, the Ambassador of Italy, Mr. Raimondo de Cardona. Thank you for coming. To the IDAM for contributing to making this panel happening. And of course, to FIPA and the whole organizers and the team making this Tunisia Investment Forum 2017 possible. We have a number of very interesting profiles today sat down with us. Our keynote speaker is Mr. Jalloul Hayed, President d'honneur of the Tunisia Investment Forum and former Minister of Finance. We also have, at his left, Professor Calogero Maria Oddo from Sant'Anna di Pondera University, one of the top universities in the world, actually, among the 9 worldwide top universities of young universities, and with a very deep specialization in robotics, among others. We are also pleased to count with Mr. Abdelaziz Haleb, Chairman of FEDELEC. We welcome as well Mr. Michele, am I right? Michele Viscardi, Chairman of IDAM, Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, an expert as well of automation robotics and has long experience in manufacturing companies in Italy, such as ITEM. He will explain further in a bit. I am also very pleased to count with Mr. Didier Breyton, Chairman, here he is, Chairman of Vignal 2. They are experienced in the Tunisian market, and his vision about what will happen with the industry and the entering of Industry 4.0 and the digitalization is extremely welcome. We also welcome from Germany Ms. Barbara Garbet, Head of Professional Education at Draxmeiler. She is an expert in global education, and we also really appreciate her views. We have 2 other panelists, Mr. Hisham Turki, I hope I said that properly. He's the CEO of PCS, an expert in competitivity, and he will give us some insights about the Technopole project. And finally, we have Mr. Walid Ruiz, the CEO of, where is he? Yes, by the end. The CEO of Ardia, which operates within the Actia Group, and he's also the Vice President of the Tunisian Mechatronic Clusters. He's in charge of 2,000 engineers working within Industry 4.0, so his view is also extremely welcome and will give us a bunch of insights. Before welcoming Mr. Jalloul Hayed to give a few words as a welcoming, I'd just like to say myself as a representative, I didn't say who I am. My name is Jaime Perez Seoane. I am the regional editor for Oxford Business Group. We are a consultancy research company, those yellow books you may find at the entrance. And we foresee 40 emerging markets. So Industry 4.0 and its implementation is something we take care of and we look at very, very carefully. As you know, we live in a constant shift. Today, in particular, the evolution is probably faster than ever. And that's what brought us to here, to talk about Industry 4.0 in Tunisia. Who could have said this maybe 20 years ago? I know the competitiveness of the country's economy is tied to the industrial digitization process, way more in Tunisia, where over 35% of the GDP is tied to the manufacturing industries.
I know as well, as you guests very well know too, Tunisia faces a series of challenges when running what has been named as the fourth industrial revolution, or Industry 4.0. I think the country must stay ahead of the game, at the forefront of innovation to remain competitive at the global scale. So again, this is a dramatically important panel for us all. There will be some challenges, and there will be some very interesting discussions today, including the new paradigm of employment and what happens to the workforce and its relationships with robots. All this being said, I'm thrilled to be here. Thank you very much. And I ask you for a welcome for Mr. Jalloul Hayed, President of the Tunisia Investment Forum. Bonjour tout le monde. Monsieur Steve Ferrian et le secrétaire d'État s'est excusé. C'est lui qui devait présider cette séance. Donc on m'a demandé, en ma qualité de président de ce forum, on m'a demandé de le remplacer. Et voilà, j'y suis. Et j'étais, la vérité, je me suis senti vraiment chanceux parce que c'est un panel, c'est l'un des panels les plus intéressants, à mon avis, dans ce forum, parce que nous allons traiter d'un sujet qui est d'une importance absolument capitale. Elle est capitale parce qu'un investisseur qui explore les possibilités ou les opportunités d'investir à l'international et qui fait des études comparatives sur plusieurs sites. Quand il fait son étude, il va regarder de près certains facteurs qui sont clés. La stabilité politique, la stabilité économique, macroéconomique, la stabilité de la situation réglementaire d'un pays, l'environnement des affaires, la sécurité, la politique de change, la force du système financier et, bien entendu, l'avantage comparatif des coûts de facteur. Alors, l'avantage comparatif du coût de facteur, c'est principalement, pour ce qui nous concerne, la main-d'œuvre. Et la Tunisie, elle est assez compétitive de ce côté-là, mais de plus en plus, les investisseurs deviennent très regardants sur l'avancement en termes de connaissance d'un pays, c'est-à-dire de l'économie de la connaissance d'un pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un trend qui est aujourd'hui engagé, une vraie révolution, surtout dans le domaine industriel. C'est ce que nous allons discuter aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la révolution de l'industrie 4.0, qui va transformer l'industrie. Donc les avantages comparatifs qu'on avait, nous, en Tunisie, en termes de main-d'œuvre, par exemple, on va petit à petit, on va perdre ça. Parce que la main-d'œuvre, elle sera remplacée, qu'on le veuille ou pas, par les robots. Il y a une vraie robotisation de l'industrie. Alors, la vision qu'on doit avoir, je pense personnellement, en Tunisie, c'est de développer encore davantage l'économie de la connaissance, l'économie du savoir, qui aujourd'hui, en toute honnêteté, c'est sur ce terrain-là que la concurrence à l'échelle mondiale est en train de se passer. Si vous imaginez que l'économie est une pyramide, avec à sa base les trois secteurs qu'on connaît, le secteur industriel, agricole et les services, mais le haut de la pyramide, c'est la connaissance, et la guerre économique à l'échelle mondiale se situe à ce niveau-là. Alors quand on parle de l'industrie 4.0, c'est quoi au fait cette révolution? C'est tout simplement la combinaison de l'Internet des objets, de l'informatique sur la base du cyber, et de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est devenu un facteur vraiment clé. D'ailleurs, on parle, vous le savez certainement, de la singularité technologique qui peut avoir lieu d'ici, on dit peut-être 20 ans, 30 ans. Et la singularité technologique, c'est le moment auquel l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine. Et la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer au monde? Beaucoup de gens pensent que ça va être la catastrophe, d'autres pensent que ça va nous donner l'opportunité d'une très grande prospérité. Je vous invite à étudier ça, c'est un sujet très brûlant, et ce n'est pas pour très longtemps. Certaines personnes parlent de 20 ans, d'autres 40 ans,
on ne sait pas trop, mais c'est déjà le cas. Donc l'industrie 4.0, donc je le disais, c'est la combinaison du cloud computing, de l'Internet des objets et de l'informatique cognitive. C'est déjà le cas aujourd'hui, et nous allons certainement écouter des témoignages. L'Allemagne et l'Italie sont très avancées de ce côté-là. Je sais que par exemple Volkswagen, aujourd'hui, elle base toute sa stratégie sur ça. Et donc demain, si un investisseur doit choisir la Tunisie, il va la choisir moins sur son avantage comparatif en termes de coût de la main-d'œuvre et beaucoup plus sur l'avancement qu'elle a par rapport à cette économie de la connaissance. Alors, où est-ce qu'on se place aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est qu'on se place déjà bien. Mais je pense personnellement qu'on peut faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, la Tunisie, sur l'indice, il y a un indice global de la connaissance, le Global Knowledge Index. La Tunisie, elle est placée 48e. Il n'y a que les pays du Golfe, parce qu'ils ont investi énormément dans ce domaine-là, Qatar, les Émirats, le Koweït aussi, ils sont placés 20e, 25e. La Tunisie, elle est 48e sur ce classement de l'indice de la connaissance, bien avant l'Algérie, 116e, et ça c'est 2013-2014, hein, donc c'est pas très loin. Le Maroc, 72e, je pense. Donc on est parmi les meilleurs, certainement parmi les meilleurs en Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on a en Tunisie les ingrédients pour être un vrai hub de la connaissance. C'est ce qu'on a discuté hier, et on a vraiment ce qu'il faut. Si seulement on devait se dessaisir, we get our act together, pour mettre ça comme étant une composante essentielle de notre vision pour l'avenir. Nous avons une jeunesse absolument fabuleuse, nous avons des centres de recherche, nous avons des universités qui font du R&D, mais chacun travaille de son côté. Je crois que nos intervenants vont certainement adresser ce point-là. Il y a réellement une opportunité extraordinaire de créer une vraie synergie entre l'université, les centres de recherche, l'industrie, pour que nous puissions nous distinguer, parce que le choix demain du site, ça va être en grande partie notre positionnement dans l'économie de la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce panel va être un panel très intéressant, et j'attends personnellement, avec beaucoup d'excitation, d'écouter tous les panélistes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Hayet. I totally agree with what you just said. And precisely, maybe some of you still are thinking, what is Industry 4.0? Well, I just came into this panel and I don't even know what I'm talking about or what I'm about to listen of. So I'd like to invite to speak first to Professor Calogero Maria Oddo, as I said, an expert in robotics, amongst others, and a professor in the high-skilled elite institution of Sant'Anna di Pondera. He will go through what is Industry 4.0 as a concept, what are the key elements of this Industry 4.0. He's going to go through robotics as well, and the robotics implementing maybe in Tunisia in the very short term. He's going to mention global standards that are about to be implemented, and he is going to do a little comparison on Italy and the region and actually the world, and what's the status of the Industry 4.0 globally. Mr. Calogero. Jaime, thank you for the introduction, and I would like to link with what Mr. Jaloud Hayet said, because it was very important topics addressed, in particular the relationship between labor and technology and so on. So I will try to give some thinking in this respect. And let me first start as an academician from what is Industry 4.0. We call this way Industry 4.0 because this is the so-called fourth industrial revolution. The first three industrial revolutions were in the previous centuries, in particular at the end of the
18th century, the first one that involved the use of steam power for production, so the steam engine. The second industrial revolution instead happened at the beginning of the 19th century, and that involved the use of electrical power. The third industrial revolution is at the beginning of the 1970s, so in the 70s of the previous century, that involves the use of information technology and automation, further use of robotics for production. And I should say, with respect to labor, that probably was even more challenging than what we are seeing now. I will try to explain this more in details. In fact, the revolution that we are facing now is the so-called fourth industrial revolution that involves the use of introduction of an artificial intelligence, cloud, connectivity, smart manufacturing, and particular of some enabling technologies such as collaborative robotics or 3D printing. And particularly, let me focus on collaborative robotics. Collaborative robotics means that the robots are outside the fence, are outside the cage. In the past, so in the third industrial revolution of the 70s, you could have robots only inside the cage. Where there was a robot, there was no worker, because the robot could not exist together with the worker, because there was no safe for the worker. So you had to fully automatize a process in order to introduce a robot there. With collaborative robotics instead, that is the present revolution, you can have the coexistence between the robot and the human. So this is a true revolution because it allows the worker not to be threatened by the robot. So this is very important. So in considering the relationship between technology and labor, we should be aware that the revolution that happened in the 70s was even more challenging for workforce than the present one. If we consider other enabling technologies, such as program by demonstration, that is allowed by the collaborative robotics, because since the worker now can enter into physical contact with the robot and they can share a task, they can lift an object together, they can assemble an object together, but also the worker can use the hand to teach the robot to do the job. This was not feasible in the past because the worker cannot go close to the robot. Now it is possible. This means that the worker, of course, should be skilled, should be trained. There should be a lot of investment in training programs, but should not necessarily be an engineer that programs the robot. Even a qualified worker can do that, not being an engineer. So now you can teach the robot to do the task, you program by demonstration, and the robot does the job. Or the robot does the job together with you. Another trend in technology is, as an example, the programming by graphical entry. In the past, you had to program by writing a lot of code, and this required a lot of specialization for doing that. Now, a mega trend in technology is to program by linking together design blocks with wiring, and those blocks do the job. So it's some kind of de-skilling required for having access to technology production. So this is very important if we consider this. And of course, also standards are being introduced, like ISO standard 15066 that is regulating the interaction between robots and humans. So there is a lot of ongoing progress, but I should say that it's in part threatening workforce and in part allowing workforce to have a better style of living within the work environment, such as to share tasks between the robot and the human. So robotics creates jobs. This we should say. As an example, there are some reports that demonstrate that the direct jobs created by robots were several hundred thousands, and the robot market is growing with 2 digits almost.
So there is a growth in selling robots that is in the order of 10% by year. This is huge. And this supports the fact that there is a lot of attention and a lot of investment worldwide in the sector. There are also a lot of investment in research. As an example, in Europe, there are, you know, at the European Union level, we have a big program that is Horizon 2020 for investing in research for the future. And a lot of the share of Horizon 2020, that is a collaborative effort between member states of the European Union, is devoted to robotics and manufacturing research. As an example, one of the biggest programs is so-called Spark, that is a public-private partnership between the European Commission and the Eurobotics, that is the private side that has a lot of members from universities, industry, research centers, and so on. And this mobilizes investment in the order of 2.4 billion euros overall in research, okay? So not in production. So, of course, research enables 10 times more, 100 times more in terms of production, but this is just in research. Another initiative is so-called Manufuture and the EFRA Factory of the Future initiative. So this is happening at the European level. Of course, several initiatives are happening at the level of US, such as Manufacturing US, Made in China 2025 in China. In Singapore, there is I was there in May this year for a big conference. There is an industry transformation program in Singapore, in Korea. In UK, the Catapult program, and of course in Germany, that is Industry 4.0 program, and in Italy. We are now in Italy under the full operational phase of the Industry 4.0 program. So I would say that the Italian ambassador should be proud of representing a country that has so huge investment in this strategic field at the present time. And also the Italian companies that are present here, that, by the way, let me say, IDAM represent companies that have a turnover in the order of 600 million euros per year. So it's a strategic association that is present here. And this is strategic field, and we should all together act so that this has an effect in a synergy between universities, research center, and industries. Let me say that Italy has, in the manufacturing sector, has a strategic role in Europe together with Germany. We have manufacturing as related experts in the machine tool assembly and so on, so in technology in this area, in the order of 80 billion euros per year. Germany has almost double, but the two countries are at the forefront of European investment in this field. So, of course, the plan that we have in Italy, that is Industry 4.0, has fiscal measures that, of course, I would not enter into the details, but I know that Mr. Michele Viscardi will deal about the result of the plan that involves, as an example, hyper depreciation of the investment in equipment. So if you invest €1 in equipment, then you have a fiscal deduction more than 2 times the investment. So this is a very strong asset to allow companies to invest into the machines. And now the next phase is the part related to competencies. So competencies, that is the other side of the story that comes back to the initial part of what I was saying. Because, of course, on one side, the present revolution allows technology to involve workers that are even not skilled, but of course we should pioneer the field so that we can invent new technologies and invest for the future. Thank you. Thank you very much, Calogero. The professor said such a number of things in such a short period of time that we probably won't be able to discuss them all. Just to name a few,
the shifting in how engineers are not needed anymore, maybe to deal with robots. How we can now deal with robots, and we couldn't do that in the past. The new budget in research allocated all around the world. You mentioned the UK, you mentioned China, you mentioned Singapore, and I want to go and bring this down to Tunisia. That's why I'm going to ask Monsieur Abdelaziz Haleb and his expertise to give us insights about the situation in the country, in Tunisia, and also following up with what Professor Calogero said, the risks of implementing 4.0 and how will this dealt with the workforce situation and so on. Monsieur. Merci. La FEDELEC, c'est l'association professionnelle qui regroupe les entreprises de l'industrie et des services, de l'industrie et des services du secteur de l'électricité et de l'électronique, de l'UTICA, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Alors, l'utilisation des équipements digitaux ou des techniques digitales dans l'industrie, d'abord, on n'a pas raté la révolution 3.0. Pour passer à la 4.0, il faut être déjà dans cette lignée-là. Et donc, en tant qu'utilisateur, l'industrie tunisienne, de tous secteurs confondus, hein, pas spécialement de l'industrie électrique et électronique, est une industrie qui est connectée sur le marché mondial. La Tunisie est un marché libre, les entreprises tunisiennes travaillent à l'export, et donc les technologies internationales ont été diffusées en Tunisie depuis le début des années 90, aussi bien dans le domaine de l'automatisation, la gestion de la production, et ça a entraîné, le fait qu'il y ait des clients, qu'il y ait des utilisateurs, ça a entraîné des activités de service et de production au niveau industriel pour fournir ce marché. Et donc nous avons développé en Tunisie, dans l'industrie électrique et électronique, tout un secteur pour fournir des produits, des composants, des produits et des services pour la digitalisation de la production. Aussi bien au niveau hard, au niveau composant, au niveau automate, mais aussi au niveau service, que ce soit service informatique ou service de maintenance. Et donc nous avons développé un savoir-faire industriel et d'utilisation dans ce domaine-là, qui est d'ailleurs exporté dans la région. Maintenant, nous avons des industries qui se positionnent dans le M2M, là, donc la commande machine à machine, par Internet ou par IoT. Et donc, il y a en ce moment à peu près une dizaine d'entreprises qui sont fournisseurs de produits et de services en Tunisie et pour l'export dans ce domaine-là. Mais il n'y a pas que l'industrie, il y a aussi les services qui commencent à devenir digitaux. Je cite un secteur, par exemple le secteur de l'eau en Tunisie, qui est un secteur stratégique parce que la Tunisie est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources hydrauliques, donc qui doit bien gérer ses ressources hydrauliques. Et pratiquement toute la chaîne hydraulique, à partir des barrages jusqu'à la distribution domestique ou d'irrigation, est de plus en plus digitalisée. Par exemple, la compagnie de distribution de l'eau gère en temps réel ses équipements, ses installations et ses abonnés pour pouvoir d'abord rendre le meilleur service et faire surtout des économies et donner une bonne utilisation de l'eau. Donc, les techniques digitales sont en train de s'élargir, à la fois en termes d'utilisation industrielle, mais aussi de services domestiques aussi. La domotique, c'est un secteur où il y a de plus en plus d'équipements qui utilisent des techniques IoT ou M2M. Pour être encore plus performant, au niveau de la fédération, nous venons de créer un cluster spécialisé, LNTK,
qui s'orientent vers la fabrication des équipements, justement des équipements 4.0, de manière à créer une collaboration entre les entreprises. Et nous avons déjà des débuts, par exemple, de robotisation dans nos usines de fabrication de composants électroniques. Donc, en résumé, la Tunisie est un marché qui est ouvert à ces technologies depuis longtemps, du fait de la politique économique du pays. Mais côté industriel, on se prépare et on travaille dans ce secteur pour être effectivement à la page, aussi bien pour le marché tunisien que pour le marché à l'export. Merci beaucoup, Monsieur Haleb. Quite straightforward and very insightful. I am glad to hear that all of this is happening to some extent now in Tunisia. And I think it makes total sense to now address to Mr. Michele Biscardi, who is, just to remind you if you weren't here when I present the speakers, who is the chairman at AIDAM, l'Associazione Italiana di Automazione Meccatronica. Sorry for my Italian, it's a bit raw. And they have, as Professor Calogero was saying, a strong presence in Tunisia. So he can give the foreign vision of someone who is investing and participating in the sector in the country. Thank you to introduce me, and I'm very glad to be here in this big heaven to represent my association. My association is, how Jimmy is explained, is Italian Association for Automation and Mechatronics. We represent all the companies that work in the field of automation, mechatronics, and also the company can create solution in assembly process for our customer. We are a young association because it was established in 1999, and we represent more than 70 associated companies and more than 600 million of euro and more than 2,000 of employees. During this year, we are working to growing up the value of also our companies, but we focalize more in internationalization of our aspects. So to bring our way to work in automation also outside Italy. In fact, we have two branches, one in Czech Republic, one in Serbia, and we hope to have another in Tunisia in the next future. Our vision, like I said before, is growing up the value of our company, our segment, and we want to have in the present a key role in the Industry 4.0, because if you are looking about our machine for assembly process, you can find all the 4.0 paradigm inside of our machine. So during this, our story, and also in the last years, we are collaborating a lot with our Italian platform for Industry 4.0. It's called Cluster Fabbrica Intelligente. This entity is needed by our Ministry of Education. It was established in 2012 to collect all the needs of our companies in Italy, because like you know, our scenario in Italy is to have more than 90% of our companies are small and medium company. So we want to approach this new needs of a fourth revolution, and for my opinion, this is not a revolution, but is an evolution of the company to make a business, because it's not a matter only of technology point of view, but it's also a matter about education. It's about also for how to manage your company. So we give together with the Cluster Fabbrica Intelligente, we work together to make an analysis what is the best way to work in an Industry 4.0 for Italian government. So with the cluster is working to make analysis in the mega trend for the world, like the globalization, the increasing of the population, the lack of the resource on the earth in the future. But in the same way, in a more simple way, AIDAM is working to analyze the market of manufacturing industry. And we see, if you're looking to the market, in the last centuries, we see that at the beginning, all the goods that you can buy was made by hand 200 years ago. But in the last century, we started to have a first supply chain, the first assembly machine in the production line. But the customization was very low. But the big human arrived. In fact, the most important one, the first one was the assembly line for Henry Ford, that they say that you can buy the car, the color that you want, but important must be black. So it means that no customization on this line.
But if you are looking to the present here, we have the same level of max production, but with a lot of customization on that. So it's meaning that the market needs a very flexible machine. We need it very time to market, but be close to zero, because when we produce the goods on our machine, this part has just been sold in the shop. So also to reduce the cost of logistics for our company. And also must be reconfigurable, the company, to set also new variant inside that things. So with the cluster, we made a 9-line guide where, for our point of view, our government must go to invest in the future. In fact, is coming out in a roadmap, and this roadmap, the cluster, giving to our government. And last year, we have, I am very young, but from my point of view, is the first real plan of Italian government are looking to the manufacturing industry. And like I said before, Professor Hodo is making a lot of incentives on economic incentives for the industry. But I want to speak about the result of this plan, because we are coming out for a long crisis for Italy, and was very long crisis, because this plan, the best result, for my opinion, is that all the company and all the Italian system coming back to falling in love in the manufacturing industry. And so now, if you're looking to the Italy, everybody are speaking about that, become really crazy about that in very positive way to think. Institution, academic world, all the people are in Italy. They are now thinking that the manufacturing industry add value for one country. To give you some result, you must know that in Italy, in the first 6 months of 2017, for the metal worker industry, we are plus 3%. And for the Italian demand for making machine, we are plus 14%. So I think this plan have a good result. If we are looking to the future, of course, because we not stop here, with Fabbrica Intelligente, in collaboration, Haydn and Fabbrica Intelligente, we are looking to the next step to create some lighthouse plant. It means to create some demonstrator for Industry 4.0. And this lighthouse plant is not be a lab demonstrator, but is completely new companies. It's not so new, but we can take the companies that we have, but we can make a remodernization of the companies, and to be a demonstrator for all our country, for institution, for education, so they can training on the real demonstrator, and also for the companies, like all the companies must be to achieve this kind of demonstrator, to be all the country and the company must be like that. In the same way, we want to help also as SME. In fact, in Italy now we are creating some other entities. It's called Digital Innovation Hub, are more regional, but are all connected together, make a network inside, and also network we connected with European one, is to make a course for the small and medium company to go in the era of digitalization. We are starting this project. We have some project now in Italy started, and the biggest one is speaking about 90 million of euro, and we think that in the next 2 years we can have some example of that. Thank you. Thank you very much. Thanks, Mr. Biscardi. That was very insightful, and in fact, any investment Italy is making, it's going to be directly impacting Tunisia, so that's great news for the country. I'm going to go back to a local experience, in this case from Mr. Breyton, Didier Breyton. I hope I'm saying it properly. His company, Vignol 2, has been invested in Tunisia since a long time in electronic wiring and for circuit boards and electric tables. They oversee a lot of sectors and participate in a whole range of the economy, and are also involved in this whole clustering process that seems to be determinant for the country. So Mr. Breyton, thank you.
Bonjour. Alors c'est vrai que j'ai investi il y a quelques années, 30 ans, dans l'industrie électronique en Tunisie. Je voudrais parler de cet exemple en fait pour nous emmener sur la situation d'aujourd'hui qui nous permet, je crois, d'aborder l'industrie 4.0 dans de bonnes conditions. Donc il y a 30 ans, j'ai investi en Tunisie dans des moyens assez faibles. La technologie dans l'électronique n'était pas très développée. Depuis, ça a considérablement évolué. On s'est automatisé. Et puis, je crois, la Tunisie a su créer aussi les conditions dans lesquelles on a pu travailler et s'est développé. J'insisterai surtout sur l'aspect du personnel, de la formation et aussi l'esprit de nos collaborateurs. Vraiment, ça aussi, ce sont des choses du terrain qui sont importantes quand on a investi dans un pays. Et ces équipes que nous avons formées tout au long de ces années sont aujourd'hui très performantes et n'ont rien à envier de ce qui se passe sur mes marchés, notamment français, mais en Europe également. Les écoles, les centres de formation, toutes ces sociétés de services qui se sont mis autour de notre industrie pour pouvoir nous alimenter. Sachez qu'il y a 30 ans, on était obligé d'importer tout. Nos consommables, tout ce qu'on avait besoin était importé. Aujourd'hui, tout est disponible, ce qui a permis de faciliter grandement donc, notre production et notre évolution. Mais j'en reviens toujours sur la qualité du personnel à travers les centres de formation, les écoles qui existent en Tunisie. Dans l'électronique, c'est quand même particulier. On a vraiment des gens qui ont une bonne base sur laquelle on peut développer et rajouter donc des formations complémentaires pour arriver à nos objectifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un des éléments importants de la Tunisie, c'est ces jeunes et cet esprit d'avancée. Je crois aussi devoir souligner que dans le cadre juridique dans lequel nous évoluons, nous avons donc pu justement obtenir des circuits plus courts que le circuit commun, ce qui a permis dans nos contraintes de flux tendus, nous avons des contraintes très spécifiques aujourd'hui dans l'industrie. Et là encore, le pays a essayé de trouver des solutions pour nous permettre de répondre donc aux exigences de notre marché. La proximité de la Tunisie aujourd'hui de nos marchés naturels qui sont l'Europe, et en ce qui me concerne la France, est quelque chose de très important. Aujourd'hui, vous savez tous, on met quelques heures pour aller en France. Les équipes peuvent se mélanger rapidement du fait qu'on parle la même langue. Et donc le niveau technique du personnel a considérablement avancé. On parle avec les équipes techniques de nos clients d'égal à égal. C'est très important aujourd'hui si on veut évoluer et faire ce passage dans l'industrie du 4.0. Je crois que Elentica, le cluster qui a été créé très récemment, qui regroupe une trentaine de sociétés électroniques en Tunisie, nous montre qu'on a créé, qui est en train de se créer, un esprit entre les chefs d'entreprise pour créer entre eux, dans les différentes activités connexes, une synergie pour aller de l'avant. Elentica aujourd'hui, juste pour donner quelques chiffres, c'est une trentaine de sociétés, 14 000 emplois, plus d'1 milliard de chiffre d'affaires en euros. Et on a la volonté de doubler ça dans les 5 ans. Donc aujourd'hui,
la Tunisie, dans le secteur électronique, nous avons acquis, nous avons capitalisé sur des connaissances techniques. Nous avons aujourd'hui un vrai savoir-faire qui permet qu'on voit l'industrie 4.0 dans des conditions, je dirais, avantageuses, ou en tout cas, on est prêt au combat. Quand on voit ces dernières années, et ça aussi c'est une image très importante, le nombre de bureaux d'études et de start-up qui se développent en Tunisie, on est là aussi très conscient du potentiel humain qui existe en Tunisie et qui nous permettra justement d'attaquer ces marchés dans le numérique, dans la robotique. Nous sommes prêts, c'est ce que je crois. Et nous sommes très attachés, bien entendu nous sommes sous-traitants, à suivre, à accompagner nos clients. Et c'est pour ça que technologiquement, de toute façon, nous sommes condamnés à évoluer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Brayton. You, in fact, again, as many of the other speakers that participated so far, have gone through a number of topics that seem crucial for this new industry, racing, which one is personal and human talent, and how do we properly use it? And second is how do we adapt the market with this new collaborative economics, the clustering, and these whole new trends. Particularly on the two topics, I am very thrilled to listen to what Ms. Barbara Jarber. I am very sorry, but she's a German name, and I don't know how to say it properly. She is a global expertise in education, as I just said, and she can speak to us about how to solve this problem with high qualified workers and how to make them match the new market requirements, and also what's the challenge and how to face it of making people work together. Thank you very much. Actually, I'm used to about my name. In China, I am Barbara, so they can't speak the art, so it's quite easy. It's no problem at all. Thank you very much. It's an honor for me to be. I think they are. Yes. Thank you. Okay. So I try to speak loud. Oh, now it's working. Okay. Yeah. Thank you very much to be here. It's an honor for me to be in Tunisia. Actually, Tunisia is for our company. It was the first country when we went outside of Germany. And only to give you a few about Drechselmeier. Drechselmeier is a very global company. I think it's very, very special even in Germany because we have around about, let's say, the official numbers is 65,000 workers. We are around about 70,000 workers, and we only have 5,000 workers in Germany. That's very, very special, even for a German company. Yeah, to go a little bit back, as you see, I am digital, I am 4.0, but I am safe side. I have two of them. One isn't working since yesterday, so I took a new one. So for this point, I also have to add something. I really think we have to talk what is changing. We talked a lot about machines, but the machines are not the only things which are changing. From my point, we have to think the technical part, the economic part, and the cooperation general situation of a company are changing faster and faster. And if we go through the products, they are individualization and hybridizations, and also in the product process, we have the integration of our customers and the business partner as well in our own business process. That's what's increasing very, very fast. And at the other side, in real time, we are also changing our own process and working and production process with intelligent monitoring processes. And that means, for my opinion, in this part, we need other kinds of workers, other kind of employees, other kind of people who are working in a company. Like, let's only give you an idea how flexible we have to be. We work together with China and Mexico, Indonesia, everywhere. So if I want to talk with my colleague, what I first do, I look up, okay,
I can't phone him because he is at bed at the moment. I have to wait. Or even people have to work earlier. So from my point, I'm changing a little bit, but because a lot of things are already said. So what I realize what we realized, we need employees which are very highly qualified. And we realized in all countries where we are, and all countries means we are in Poland, Serbian, Macedonian, Moldavian, Romanian, in Tunisia, China, Indian, Mexico, USA, that's nearly everywhere we are. And we realized we can get engineers. I wouldn't say easy, but I would say we can buy engineers. Let's say it this way. But what we realized in the last 4 years, it's not easy to find qualified workers, to find qualified blue-collar workers, technicians who really has a high technical and professional skills. And that's what we need for the future. If you think about what everybody was talking, it really means we have to put more effort in the education of our young people, and that's my part. Actually, I'm working since 4.5 years for Drechselmeier. And I asked once my boss, why did you hire me? You already work outside in the world for the last 20 years. And he says, yes, Mrs. Gerber, that's right. But we realize one of a factor to go in a country is not the law, is not the tax, it's the skilled workers. And that's a problem in the future. Even if you go to Germany, we can't find any young people who we want to train, and we even can't find any, let's say, blue-collared workers which are very highly qualified. So that's the reason why we are going outside of the world with my department to open professional education systems in our own plant. How do we do it? I would say, I'm not allowed to say it, but I would say it's not very hard work at the beginning, because a lot of countries say, oh, Mrs. Gerber, nice to meet you. Just come and let us talk. How do you do it? So what we do is I have trainers in my home department in Germany. We go out. We talk with the Ministerium of Education. We talk with the school expert. We talk with the council and look for a cooperation school. And then we open our own workshop area in our company, or sometimes even in the school. We are always linked with a market system, so we are not doing it on our private, because that's easier, faster and easier, but it's not very good on a long term. So what we then do, we invest a lot of money in machines, in tools, and also we invest a lot of money and time training our own trainer, training the teacher at the school, and training also the trainer in the school. Because we want to go something like a dual system. This system means there are, let's say, 30% at school and 70% in our workshop area and our plant. And we also try to work out with the government together a curriculum which fits to the future, to the need of the companies, not to the need of Drechselmeier. That's an easy way to do it, but that's not fair in my opinion. So if we create a new curriculum like, say, mechatronic, I know in some country you only can do mechatronic in the university, but I'm talking about mechatronic because that's a proficiency what the company need. Metalwork, but more electric, more automatization, PLC, pneumatic, hydraulic, programming, controlling system. That's the need what the companies need, not only Drechselmeier. A lot of other companies need it also. So that's what we do. We create a curriculum who fits to a lot of other companies, who fits everybody. And I always say, if it fits to 80% to us, that's great. The 20% of freedom, flexibility we need. So that's what we do. I have a lot of things inside my iPad to show you how
worthful, what a benefit is a professional education to your company. If you want to know it, we can talk afterwards. I only have 5 minutes, and I think I'm nearly on my time. So you have a couple of minutes still, no worries. Sorry? You have a couple of minutes still. Okay, thank you very much. But why do we also need that? Technical side is one side, but what I already started or tried to say in the beginning, we also need other kind of soft skills for our workers. Our workers, or I'm sure even every worker in the future, he needs to fit in a system like an Industry 4.0, because 4.0 is highly technical, also has more a wider environment where he works, where he makes where he has to do some decisions. So what I mean, we need young people who are highly identified with our company, who know our goals. I wouldn't say live for the company, but at least maybe say 30% of their ideas of their living goes to the company, because the company works in a fusion even more flexible. Time and work is really flexible. And what we also need, that's the point I already said, we need open-minded and flexible people who can always work with the changing of technology, processes, and structures, because that's what will happen in the future, and it will change much faster. And of course, our young people, our technician, our blue-collar worker also has to be independently and realize and really take responsible and make decisions. At the moment, what I realize outside in the world, we have a lot of technicians and Vorarbeiter. Let's say operator. If something happens, they come and fix it. But that's not the future. If you work with a highly automated system, the workers who work with the machine, they really have to program the machine. It's already mentioned. They have to repair a little bit of it, not everything, but the normal maintenance they have to do. And they're also responsible for the quality of the production, of the products. So it means if they realize, oh, that's not good, they have to say, I stop it. And if you think about your investment, 20 years ago, 10 years ago, even 5 years ago, a lot of our workers worked more with hand. Now we have the first plant where the robots works between the line. So, to be honest, the handwork will go down. Industrial 4.0 means the easy work who is done at the moment, or the hard work which is done from people, will be done from machines. So what are the people are doing? Of course, if you want to be a country who can fix and be a good, how can I explain it? I'm missing a word, I can't say it, but the market is not easy outside. Everybody tries to get the industry in his country. So you need skilled workers, and that's really a factor for a country. And that's my point on this side. We need very good educated engineers, we need highly qualified workers, we need a digitized learning environment, not only in the university, not only in a technical school, also in, I would say start in the kindergarten, even if parents don't like it. And what we also have to do, we have to work together, build up a network, design curriculum which fits for the country and the industry, and not only in the city, also in the countryside. And from my side, we should start now, not tomorrow, because it's time to start. Thank you very much. Thank you. Indeed, it's time to start now. The good news, Madame Gerbert, is that we started in Tunisia, as far as I'm concerned, and I want Monsieur Hichem Turki to get into depth in that sense, because from what he told me,
there is and I've heard from other panelists, there's cooperation and collaborative culture among professionals in this country going on still. And this includes tackling Industry 4.0. I think he will also explain a little further the Technopole project. Thank you. Bonjour tout le monde. Allô? Ça va? Non. Oui. Bon. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir parler et puis participer à ce panel qui est vraiment très intéressant, comme l'avait dit tout à l'heure M. Jaloux. Je voudrais parler aujourd'hui du pôle de compétitivité et de ce qu'on fait dans ce pôle et justement l'action du pôle au niveau de l'usine 4.0. Le pôle de compétitivité, c'est une société qui s'occupe de manager, développer, gérer 3 sites. Un site de production à Enfida, une zone industrielle, un site de service et surtout la Technopole, dont la mission principale, c'est justement créer un écosystème pour l'innovation dans la mécatronique. Et cet écosystème, c'est en rapprochant, comme disait tout à l'heure aussi Jaloul, l'enseignement supérieur, la recherche et les entreprises. Et dans ce cadre-là, sur la Technopole, nous avons une école d'ingénieurs. Sur la Technopole, nous avons un centre de recherche en nanotechnologie en microélectronique. Sur la Technopole, on a aussi un centre de prototypage rapide pour développer les prototypes et tout ce qu'on aurait développé au niveau de la recherche et développement. Et bien entendu, sur la Technopole, nous avons des incubateurs, nous avons des pépinières et nous avons des entreprises. Et aussi, pour compléter tout cet arsenal de composantes pouvant être dynamiques ensemble, nous avons aussi été initiateurs de la création du cluster mécatronique Tunisie, qui était le premier cluster en Tunisie et qui est un modèle actuellement, et puis plusieurs autres clusters, heureusement, sont en train de se mettre en place avec qui on collabore en totalité. Bien entendu, la mécatronique, c'est une fusion entre l'électronique, la mécanique et tout ce qui est technologie de l'information et de la connectivité. L'usine 4.0, pour nous aussi, si je parle pragmatiquement et non pas comme le professeur étant spécialisé dans les orientations, pour nous, il y a 4 actions importantes pour l'usine 4.0. Il y a la digitalisation, il y a la connectivité, il y a l'autonomie et il y a la sécurisation du travail, effectivement, pour que les robots soient autonomes et on peut discuter avec eux, on peut les toucher. La sécurité est très importante. Et tout ça, c'est pour faire une fusion entre les 4 sphères de l'industrie, qui sont la matière, que ce soit la matière première ou le produit fini, le matériel ou les outils de production, les informations qu'on peut retirer de tout ça, et enfin, bien entendu, et le pilier de toute industrie, les ressources humaines. Donc c'est vraiment une fusion dans le sens où on veut améliorer la productivité des usines, on veut améliorer la productivité, l'efficience des usines, et on peut améliorer aussi la qualité des produits, la qualité physique, je veux dire, pas la qualité abstraite dans le sens abstrait. Donc pour faire tout ça, et pour essayer de créer cette dynamique entre les entreprises et nous nous sommes orientés, nous avons déjà défini 4 axes de travail ou 3 axes de travail pour la Technopole et bien entendu qui ressortent un peu des besoins des entreprises, notamment au niveau des clusters. Notre cluster, il a 84 entreprises actuellement, on a démarré avec 12 entreprises. Maintenant, nous sommes avec 84 entreprises et nous avons aussi une dizaine d'institutions qui font partie, entre écoles, universités et centres de recherche, qui font partie de ce cluster et qui collaborent ensemble. Et bien entendu, on a défini une stratégie au niveau de ce cluster qui est elle-même reprise au niveau de la Technopole et qui se base sur 3 axes, les Smart Cities, le Smart Transport et les usines 4.0. Donc l'usine 4.0 fait partie justement de la stratégie de développement et de la stratégie sur laquelle on travaille. Nous travaillons aussi, donc nous nous sommes orientés pour essayer de travailler sur l'usine 4.0 en travaillant sur l'open innovation, c'est-à-dire qu'on va vers les entreprises, on pose les questions au niveau de ces entreprises, quels sont leurs besoins justement pour ce passage en usine 4.0,
Et on revient avec nos startups, puisque notre cluster, il y a au moins une trentaine de startups qui sont dedans. Donc on revient vers nos startups pour essayer de définir et répondre et trouver des solutions à ces usines pour faire ce passage, pour réaliser ce passage à l'usine 4.0. Et nous travaillons et nous avons de très bons résultats actuellement dans ce sens-là. Nous sommes partenaires de toutes les universités avec lesquelles nous travaillons, et nous sommes même membres de conseils scientifiques pour essayer d'orienter la formation au niveau high level. Cette fois-ci, c'est complémentaire par rapport à ce que disait Madame Barbara tout à l'heure. Nous, on est en train là de travailler sur les systèmes de l'usine 4.0. Elle est en train de former les gens qui vont travailler dans ces usines 4.0. Nous, on travaille sur les systèmes et on forme les gens qui travaillent sur les systèmes des usines 4.0. Nous sommes vraiment complémentaires. Mais nous n'oublions jamais les opérateurs au niveau des usines, parce que nous avons travaillé, même avec Draxenmeier, je crois, sur un centre de formation en mécatronique à Sousse, justement pour essayer de répondre et démarrer et commencer à répondre aux besoins de ces usines 4.0 actuellement. Donc vraiment, tout cet écosystème, on est en train de le monter, mais essentiellement, on le fait pour essayer d'aller beaucoup plus sur la valeur ajoutée, pour essayer de proposer des systèmes à nos usines, et puis surtout pour essayer de travailler sur le marché de ces systèmes à l'international, puisque c'est là qu'il y a la valeur ajoutée. Et nous pensons que pour trouver des solutions à nos universités et surtout à nos diplômés de ces universités, nous sommes obligés de travailler sur les systèmes haute qualité pour essayer de vraiment créer de la valeur. Et nous sommes obligés actuellement, enfin, de mon propre point de vue, d'aller vraiment sur ce type de formation pour essayer de répondre à ce besoin et travailler sur la haute valeur ajoutée au niveau des usines 4.0. Ce que je veux rajouter aussi, c'est que nous avons de très bons résultats au niveau du cluster. Nous avons travaillé sur des projets collaboratifs. On a développé une dizaine de projets collaboratifs allant de la voiture électrique jusqu'à des systèmes embarqués. Donc, la collaboration qui a été créée entre les entreprises elles-mêmes, entre les entreprises avec l'université, entre les entreprises avec les étudiants et surtout les nouveaux étudiants qui sont vraiment frileux de ces nouvelles technologies, que ce soit l'IoT ou bien la connectivité. Donc tout ça, nous sommes conscients que c'est par l'expérience et par les essais et par le travail en collaboration qu'on arrivera à le mettre en place. Et je pense que nous avons, sur un sens, réussi une première partie, mais le chemin reste très très long. D'ailleurs, je vois ici parmi nous pas mal d'entreprises qui font partie de notre cluster. Je remercie le président du cluster qui est parmi nous aussi. Et je crois que c'est ce type de modèle qu'on devrait mettre en place, et de plus en plus, qui permettra justement de sortir de cette... de redémarrer, disons, notre économie vers la valeur ajoutée et la haute valeur ajoutée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Turki. You said a number of timely topics, and actually, this connectivity between the academy and the business centers and the government, in fact, is something I was before discussing with Mr. Ruiz, who is our last panelist in this first row of interventions. Then we will have a little conversation, I hope for like about 15 minutes. And then I won't advance much, but I know Mr. Biscardi wants to make an official proposal sort of in front of the public. So Mr. Ruiz, you're very welcome to speak about the Actia case and how are you guys moving to the 4.0 scenario. Bonjour tout le monde, donc je me présente, Walid Ruiz, je suis le directeur général de la société Ardia, qui est un bureau d'études de 350 ingénieurs ici basé en Tunisie. Je parlerai un peu plus tard du groupe. Bon, c'est pas simple d'arriver en dernier, beaucoup de choses ont été dites, donc je vais essayer de synthétiser un petit peu. L'industrie 4.0, je dirais une réelle tendance mondiale, les Allemands ont été précurseurs, les Italiens aujourd'hui sont en très très bonne position. C'est vraiment une tendance mondiale qui va réellement modifier et transformer nos façons de travailler. Je veux dire, l'objectif premier, c'est d'avoir de la flexibilité, pouvoir gérer plusieurs produits, plusieurs topologies en un temps très rapide. Qualité au travers de la traçabilité des contrôles automatiques.
et au final de la productivité, parce qu'en employant des machines sur des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, ça permet d'utiliser plus efficacement les ressources, donc avoir une meilleure productivité. Les objectifs sont là. La position de la Tunisie par rapport à ça, moi je pense que c'est une réelle opportunité. C'est une réelle opportunité pour la Tunisie pour deux points majeurs. Le premier, c'est qu'on est un pays industriel. Les industries sont déjà là. Depuis 3000 ans, on fabrique... Depuis l'époque carthaginoise, on faisait le pourpre et les industries navales. Aujourd'hui, on a un tissu de 10 000 industriels, 10 000 industries qui sont installées. Ça représente, vous l'avez bien noté, M. Hayed, donc 30% du PIB. C'est quelque chose de très important. Ça emploie un demi-million de Tunisiens. C'est quelque chose de très important pour le pays. Et donc l'industrie est là, ce 4.0 va réellement aider à monter en productivité et du coup de la compétitivité de la destination Tunisie. Mais c'est également un risque, hein, une menace, si on ne fait rien. C'est une réelle menace pour nos industries parce qu'il faut, il faut le développer. Le site est très attractif et intéressant aujourd'hui par ses ressources humaines. Mais c'est une menace si on ne fait rien. On dit que dans 25 ans, il y a 60% des emplois, je ne parle pas des postes, hein, mais des emplois vont être transformés. Et donc il y aura une transformation majeure et tout ça s'anticipe. Le deuxième volet, où c'est une réelle opportunité pour le pays, c'est que le pays a, depuis très tôt, investi dans le digital. Donc, depuis les années 2000, il y a énormément d'écoles qui sont construites et de centres de formation autour du digital dans le pays. Aujourd'hui, on a 65 000 diplômés tous les ans d'un niveau supérieur. Sur ces 65 000, il y a à peu près 30% dans le digital. Donc il y a un pool de talents qui est là, qui est disponible. Et c'est une réelle opportunité, c'est un secteur porteur. L'industrie est là en Tunisie, donc c'est bien de les orienter pour que la Tunisie soit réellement un hub et un fournisseur de services autour de cette industrie 4.0. Donc c'est vraiment deux points qui me paraissent importants, et c'est de là où c'est une réelle opportunité pour le pays. Là ensuite, je veux parler un peu plus concret et citer, je me permets de proposer de citer l'exemple de notre groupe. Donc je fais partie du groupe Actia, qui est un groupe français qui a 30 ans d'existence. Le siège social est en France, à Toulouse. Donc le groupe s'est installé c'est un groupe équipementier automobile de premier rang. On fournit les grands donneurs d'ordre comme Volvo, Jaguar Land Rover, et PSA et d'autres. Donc 3300 personnes dans le monde, 430 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc le groupe s'est installé. Donc sur les 3300 personnes, il y a à peu près le tiers en France, le tiers en Tunisie et l'autre tiers sur 13 pays autour du monde. Donc le groupe s'est installé en Tunisie en 97. Donc il y a déjà 20 ans, en rachetant des parts dans une usine qui avait déjà 20 ans à l'époque, une usine en électronique. À l'époque, en 97, c'était de l'insertion manuelle, donc c'est des composants qu'on intègre manuellement sur les cartes électroniques. La part main-d'œuvre était très importante. Donc le premier, élément qui a motivé cette installation en Tunisie, c'est réellement la main-d'œuvre. Parce que la part main-d'œuvre sur un produit automobile, à cette époque-là, était très importante. L'automobile, c'est un domaine qui pousse vers la productivité, la qualité. C'est un domaine qui pousse beaucoup pour optimiser un petit peu les coûts et la qualité des produits. Donc en 97, le groupe a pris possession de cette usine, a trouvé des ressources en place qui étaient motivées, qui avaient soif réellement d'apprendre et d'avancer. Et donc ça a permis, à ce moment-là, en collaboration avec les centres de formation et avec les labos de l'État, comme le CETIM, de monter un petit peu. On est passé en ce qu'on appelle le CMS, donc composants montés en surface avec des poses automatiques par des robots. À ce moment-là, tout ce qui est contrôle qualité, des choses comme ça nécessitait des équipements très très lourds, tout ce qui est rayon X et autres. Et donc là, le rôle de l'État était important avec les centres techniques, notamment le CETIM à cette époque-là. Donc un industriel n'avait pas les moyens de s'équiper et les centres de formation ont été là pour nous appuyer.
un peu plus loin, 10 ans plus tard, le groupe a créé la société Actia que je dirige. Aujourd'hui, on est parti de 5 ingénieurs. Donc en 2005, aujourd'hui, nous sommes 350 ingénieurs. Et il y a une synergie qui s'est créée, on fait partie du même groupe, il y a une synergie qui s'est créée entre notre savoir-faire, on va dire, et les capacités R&D de Ardia et les implantations qui étaient là. Donc au final, on s'est intégré petit à petit dans l'usine. Donc notre métier, le bureau d'études Ardia, c'est la conception, industrialisation et aide à la production des produits. Donc on fait de la R&D sur de l'électronique embarquée, essentiellement dans le domaine automobile, mais également un peu dans la partie énergie. Donc, on a accompagné ces usines-là en installant des capteurs, en développant des logiciels pour faire du contrôle qualité. On a fait également quelques robots. Ça, c'est l'industrie 3.0. Et donc, il y a eu réellement une réelle synergie entre le centre R&D et les usines du groupe pour avancer un petit peu sur l'automatisation. Aujourd'hui, en fait, cette automatisation a continué. Aujourd'hui, on fournit typiquement des convoyeurs automatiques, c'est des véhicules autonomes, on appelle ça Automated Guided Vehicle. Donc c'est des systèmes robots de gestion de logistique intégrée, complètement automatisés. Donc ça a été entièrement développé au niveau de Ardia, c'est des robots d'usine en fait, développés et déployés dans nos propres usines. Aujourd'hui, on est en train de travailler, il y a beaucoup d'industriels qui sont intéressés à la fois en Tunisie, mais également en France. Donc on est en train de les déployer chez d'autres clients. Je veux dire, tout ça pour dire, il y a le savoir-faire, donc au travers des R&D, des ingénieurs et des bureaux d'études en Tunisie. Il y a également l'industrie qui est là, qui attend à évoluer, qui a besoin d'être plus productive et qui est dans une course mondiale à la productivité. Donc la synergie entre les deux a permis, sur un exemple vivant en Tunisie, d'aller vers l'industrie 4.0. Aujourd'hui, on est au début, donc au niveau de nos usines, mais c'est déjà un niveau, nos clients disent que c'est le meilleur niveau qu'ils ont vu sur le bassin méditerranéen. Et ça, voilà, on témoigne beaucoup de nos clients et le niveau de qualité également des produits qu'on a. Donc c'est quelque chose de possible. C'est quoi là? Pourquoi je veux dire, ça avance pas? Parce que c'est un monde qui avance rapidement. Pourquoi ça avance pas? Aujourd'hui, en fait, on voit que bon, les deux existent, l'industrie existe, le savoir-faire, le know-how dans tout ce qui est IoT, qui est la base de l'industrie 4.0, existe dans le pays et c'est un axe prioritaire. Sauf que les deux communiquent pas forcément. Il n'y a pas de synergie entre les deux. Et une des solutions, en tout cas que nous on a vécu, et je peux en témoigner par ma casquette de vice-président du cluster mécatronique de Tunisie. Donc la clusterisation est une des réponses à cette problématique-là. La clusterisation, aujourd'hui dans le cluster, on est 84 sociétés dans différents domaines, autour de la mécatronique, donc électronique, mécanique et informatique, les piliers pour ce passage vers l'industrie 4.0. Donc l'objectif premier, c'était vraiment, on a démarré à 12 entreprises il y a 5 ans, l'objectif premier, c'est vraiment de faire connaissance en fait. Donc déjà savoir qu'est-ce qui existe dans le panel d'entreprises. On est tous orientés vers les marchés, vers nos clients, mais on regarde peu ce qui se fait autour de nous. Donc c'était un moyen de réseautage et d'apprendre qu'est-ce qu'on a autour de nous comme écosystème en fait, vraiment d'apprendre dans l'écosystème. Et ensuite on a fait des projets collaboratifs, donc on en a fait une dizaine, ça a mobilisé un peu plus de 2 milliards de dinars, et là on a vu que finalement ensemble on pouvait faire des choses très intéressantes, bénéfiques pour tout le monde, à la fois pour les industriels en gagnant en productivité et compétitivité, et à la fois pour le R&D, donc en trouvant des marchés appliqués pour déployer ces technologies-là. Donc aujourd'hui, je dirais, même en Tunisie, il y a des grands groupes qui commencent à faire le saut, ou qui ont fait le saut du 4.0. Il y en a d'autres qui sont en train de regarder, mais c'est un virage réellement à prendre, et j'invite en tout cas les sociétés tunisiennes à réellement regarder ça de plus près, et la solution cluster peut être une vraie solution à accéder très rapidement à ces technos-là. Après,
Je dirais aujourd'hui sur la version 2.0 de notre cluster. On n'est pas au 4.0, on est encore au 2.0, donc après le premier quinquennat. On a fixé comme verticale, tel que il a souligné si Turki. Donc Smart Cities, la partie le transport et la partie industrielle, donc avec les Smart Industries, Smart Factories. Sur cette partie-là, aujourd'hui, il y a des projets qui démarrent et ça peut être l'occasion de se pencher sur des problématiques concrètes. On l'a déjà fait avec de la robotisation, avec des robots, où il y a des distinctions internationales qui ont été faites. Donc ça peut être l'occasion de se pencher à des problématiques spécifiques d'industriels tunisiens ou étrangers d'ailleurs, il n'y a aucun souci là-dessus. Et après, donc, dans le concept cluster et l'esprit cluster, c'est un esprit d'ouverture. Et nous, on veut être ouvert sur l'international. Et je pense qu'un rapprochement entre ce que font nos collègues italiens avec les technologies bien développées en Italie et ce qu'on est en train de faire nous à notre échelle peut être très très bénéfique pour les deux côtés et les deux industries d'une manière générale. Voilà, merci. Thank you. Thank you, Monsieur Ruiz. Very interesting about the first automated vehicle, if I understood well, 100% made in Tunisia. That will definitely have a commercial viability for sure. Well, we've sort of eaten the time we had, so I just will, in sort of a conclusion, I think we have found there is a lot happening business-wise in Tunisia. There's cluster initiatives, there's openness for business, there is clearly an Italian commitment to be involved in what's happened and related to Industry 4.0. So I will just throw a very quick question, and please try to reply as very specific as possible to the academics in the table. And then I will just give the voice to Mr. Biscardi so he can make his proposal before we open Q&A for the audience if there's any questions. I've been wondering for this past half an hour about Tunisia largely depends on the industry. It's 35% of the GDP, and that represents a lot of employment. There has been very interesting sentences, and I could quote you guys, about this is not making employment go down, or yes, or at least there is a shift, that for sure. But I want to go to specifics. What is the future for the employment? How do we re-educate? I think this is a big speech we have in here. I don't know if Professor Calogero wants to say a word after what he's heard about the reality of Industry 4.0 in Tunisia. And if anyone else wants to participate, you're well invited. I'll give like 3 or 4 minutes for this, and then invite Mr. Viscardi to have a conclusion and the proposal. Thank you very much for this. I would like to quote in this respect what Barbara was saying before. I mean, it's very important to invest in education and to have plans. I mean, I was saying in my first speech that Industry 4.0 should not be intended as a threat for workers. However, in parallel, we have to invest in high-skilled education. In this respect, it's important the role of PhD. So, as an example, in my institute, the Biorobotics Institute of Sant'Anna, we have one of the biggest PhD programs in the world in robotics. We have 100 PhD students. I personally supervise 11 PhD students in my group. Okay, so it's fundamental to invest in this field, and PhD is fundamental to challenge current thinking. And in addition to that, it's important to build bilateral programs or multilateral programs. I would like in this respect to mention the experience that we are having with Serbia. That can be an example in this respect, supported by the Ministry of Foreign Affairs. I know that the ambassador was previously ambassador in Serbia, the Italian ambassador in Tunisia, and we are collaborating a lot with the present ambassador in Serbia, Dr. Manzo, and the attaché Battinelli. We have a bilateral program supported by the Ministry of Foreign Affairs to create synergies between universities and industry. We are organizing summer school together. We are organizing conferences. The summer school are intended for hands-on activities for students to raise up their level.
The conferences are intended for road mapping, community building, and dissemination. Let me further mention that the collaboration with Tunisia can be very effective. You know IEEE. IEEE is one of the biggest association of engineers in the world. One of the former presidents of the IEEE Robotics and Automation Society was the director of my institute, Professor Paolo Dario, that is a well-known authority in the world. And Tunisia chapter of the year of Robotics Automation Society of this year, so the IEEE Robotics Automation Society chapter of the year 2017 is Tunisia 1. Okay? So it was announced in Singapore at the IEEE ICRA 2017 conference. So the Tunisia chapter won the World Award in the field. Okay? Bravo. So there is a strong collaboration opportunity, and we want to pursue that. Also, let me conclude the Horizon 2020. You know, Horizon 2020 is the Europe program for collaborative research in Europe. But Tunisia recently associated to Horizon 2020. Tunisia is associated country in Horizon 2020 from the 14th of April 2016. This is a big result and a big opportunity for Tunisia that we can exploit together. First, starting with bilateral programs supported by the foreign affairs ministries, and then going together, as an example, with Germany. In Serbia now, we are applying to European funded projects. So from a first seed, we are upscaling the initiative. So this is what we can do together in Tunisia, and I think that Mr. Viscardi will talk about that later on. Thank you. Thank you. In fact, Mr. Viscardi, you're very welcome to speak now. So. Okay. I want to say thank you for all the speeches, because I think we are focalized very well for Industry 4.0 and also for the opportunity in Tunisia. And I want also to say thank you to the last two speeches for Mr. Ruiz and Mr. Professor Hoddo, because they give me to be a big assist to make a goal now, because it's very easy. And because our idea of IDAM is to make a platform of collaboration between Tunisia and Italy, where we can share. Of course, one target is to boost about the commercial point of view for our companies, I mean automation and robotics, our company and your company, because I heard you have a competence, you are working in robotics, so we can share also know-how between that. And the second target is, was anticipated by Professor Hoddo, is also to make sharing for academic point of view and also institutional point of view, to sharing the know-how and create courses between our university, our academic world, and so. And also to join also European project Horizon 2020, because like you know, Tunisia, like I said before, like Tunisia is one of the players inside that. So we are speaking with our Italian partner. They are open to that. We are speaking with Italian institution in Tunisia. I say thank you also our ambassador here and our Chamber of Commerce here in Tunisia. And we are asking to you, and I think here there is also some player, Tunisian player, to join and to make this kind of platform to growing up our collaboration together in the future of digitalization. This is my proposal, our proposal for IDAM. So this is an example of things happening, truly happening in these events. It's not like just talking and talking. Thank you very much, Mr. Viscardi. I really look forward to see how that evolves. I'm sure it's going to be a success. I'm opening this for, I have a question there, a couple of questions. I'm going to just play and go and see you. Monsieur Yahyous, je suis conseiller de la diaspora tunisienne installée en Allemagne. À Monsieur le ministre, Monsieur Jalloud, le futur c'est aujourd'hui. Et on vit dans l'urgence, surtout en Tunisie. Vous avez l'expérience théorique mais pratique.
Si on vous demande quelque chose, vous avez potentiel humain énorme en Tunisie. Vous savez que vous avez 9000 docteurs en chômage, vous avez 7000 pharmaciens en chômage, vous avez des milliers d'ingénieurs. Vous êtes aux proximités de l'Europe. Vous vivez dans cette urgence. Et on vous demande si vous allez négocier au nom de la Tunisie le partenariat avec l'Union européenne. Comment vous allez, c'est-à-dire faire? Ce n'est pas question d'argent, c'est question de déplacement des compétences. Le plus important, un ingénieur italien, en 24 heures, il peut arriver ici. Mais un ingénieur tunisien ne peut pas. Il est obligé d'attendre 3 mois pour avoir un visa. Et coûte cher. Alors soyons clairs et soyons objectifs. Et vous savez que l'ingénieur tunisien coûte 20% seulement de l'ingénieur allemand. Et vous allez de l'autre côté, le président du Parlement allemand est venu, ça fait une semaine, elle a dit on va faire un plan Marshall pour les pays printemps arabe. Comment vous allez voir les choses en tenant compte de l'urgence? Ce n'est pas vrai de l'éducation, parce que le plus important, ce n'est pas les diplômés, mais c'est le savoir-faire. Et les recherches coûtent énormément cher. Et les tissus économiques, monsieur le ministre, vous savez que 80%, c'est petites et moyennes entreprises, et surtout des sociétés de famille, ne cherchent pas, c'est-à-dire les recherches et tout ce monde. Donc, dans ce concept, monsieur le ministre, si vous étiez un négociateur, comment vous voyez les choses? Et je vous remercie. Merci. We need the mic to work, please. Please, the technicians, please. Oui, non. Oui, voilà, c'est bon, c'est bon. Oui. Écoutez, je vais essayer de vous répondre très rapidement parce que ce n'est vraiment pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais ça rentre dans le sujet. Je vais vous expliquer comment. L'un des aspects les plus importants dans les négociations en cours de l'ALECA avec l'Union européenne, c'est cet aspect de mobilité. Évidemment, vous savez qu'aujourd'hui, en Europe, l'un des plus grands problèmes qui se posent, c'est cette immigration, ces flux migratoires qui viennent du Sud. Et c'est un problème tellement important que, vous l'avez remarqué, en Europe, il y a aujourd'hui énormément de partis de droite qui gagnent en popularité. C'est un vrai problème, n'est-ce pas? Et donc, c'est un sujet qui ne va pas être facile, mais c'est un sujet qui est très important parce qu'on ne peut pas imaginer que nous puissions avoir des relations commerciales et des relations d'investissement. Vous le savez peut-être aujourd'hui, les négociations au sein de l'AMC concernent la facilitation des flux commerciaux et récemment, ça va être discuté à Buenos Aires en décembre, la facilitation de l'investissement aussi. Tout ça, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas mobilité de personnes, un Européen qui vient en Tunisie, il vient avec sa carte d'identité, il peut rentrer sans aucun problème. Et ils sont les bienvenus, c'est un peu le sujet de cette conférence. Mais un Tunisien, aussi diplômé qu'il puisse être, s'il veut se rendre en Europe, il faut qu'il obtienne un visa. Donc l'une des solutions qui pourrait être considérée, qui a été faite entre les pays asiatiques, c'est de faciliter l'obtention de visas pour les Tunisiens à travers des chambres de commerce ou à travers d'autres associations. Et c'est peut-être l'un des points qui sera discuté. Je doute fort que les Européens accepteraient ou permettraient des flux migratoires encore plus importants en permettant tous les ressortissants de la rive sud de la Méditerranée de se rendre en Europe. Cela dit, ça c'est à double tranchant. Parce que l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui en Tunisie, c'est la fuite de cerveau. Et surtout, la fuite, vous l'avez dit, un ingénieur tunisien coûte 4 ou 5 fois moins cher qu'un ingénieur européen.
Et c'est devenu un vrai problème aujourd'hui, à telle enseigne qu'il y a je dirais presque une bourse aujourd'hui. Il y a des brokers, des intermédiaires qui sont là et qui travaillent entre la France et la Tunisie, l'Italie, même l'Allemagne et d'autres pays européens. Et ces brokers, ces intermédiaires, ce sont des chercheurs de tête, et ils cherchent des ingénieurs tunisiens pour les inviter à aller travailler en Europe. Alors, tous les arguments que nous avons présentés aujourd'hui, et j'étais très heureux d'écouter les différents intervenants, comme quoi la Tunisie présente des atouts certains, et ça a été encore prouvé par les différentes interventions sur cette économie de connaissances et du savoir, qui peut lui donner un avantage compétitif absolument extraordinaire. C'est le cas aujourd'hui, mais ça devrait être le cas d'une manière beaucoup plus forte dans le futur si on élabore et on implémente une politique et une vision, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, percutante. Et si en même temps ces compétences pour lesquelles nous avons dépensé beaucoup d'argent pour leur donner l'éducation qu'il faut se rendent en Europe pour aller travailler, évidemment il va y avoir un gap en matière de ressources humaines. Dieu merci qu'il y a les femmes, mais les femmes sont beaucoup moins séduites pour aller travailler en Europe. J'ai un groupe technologique, j'ai une bonne quinzaine d'ingénieurs personnellement, et c'est une start-up qui a commencé il y a quelques années, c'était que enfin le sait. Et je vais vous dire quelque chose, hein. La moitié des ingénieurs que j'ai recrutés il y a 3 ans sont partis, les femmes sont restées, donc je recrute des femmes. Et on va prouver encore une fois en Tunisie que la connaissance passe par les femmes. Une autre guerre qu'elles vont gagner. Je dirais bataille. Thank you very much. L'expérience pour ces jeunes-là est très importante. Oui, oui, vous avez raison. C'est circulaire, c'est-à-dire c'est une immigration circulaire plus importante pour les jeunes. On n'a pas des entreprises au niveau, c'est-à-dire européen. La migration circulaire, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'elle est planifiée et elle est voulue. C'est-à-dire que la migration circulaire, c'est lorsqu'on envoie volontairement des cadres tunisiens qui vont travailler ou qui vont s'éduquer, qui vont prendre une formation en Europe, au Canada, aux États-Unis, que sais-je, et qui reviennent en Tunisie. C'est ça, la migration circulaire. Mais évidemment, le risque, c'est que vous envoyez vos cadres, etc., pour aller passer quelque temps en Europe et qu'ils ne reviennent pas. Dieu merci, en Tunisie, ce problème ne se pose pas avec la même intensité que dans d'autres pays que je connais bien. Donc je reste quand même optimiste qu'avec des conditions qui seraient bien meilleures, une reprise économique de notre pays, un relèvement de notre niveau de vie et des revenus, je pense qu'on doit pouvoir retenir nos compétences en Tunisie et travailler vraiment pour le futur, parce que vous l'avez bien remarqué aujourd'hui, c'est ce que je disais au début, la bataille va se faire à ce niveau-là. On a vraiment besoin de nos cadres et on a besoin de les entourer, de les coacher et de leur donner les meilleures chances de succès pour le futur. Je vous remercie. Merci, monsieur. We are going to have just time for one last question. Maybe two if they're very fast, if not one. I have one person. Please go with yours first. Hi, everyone. First, before introducing myself, I want to thank all the panelists because it's great to see things like this happening in Tunisia. So my name is Emna Gariani. So first, I'm going to establish some credibility. I'm a founder of an AI company based in San Francisco. So I definitely am from the topic. And on the other side, I also helped launch 18 startups in Tunisia through the Founder Institute. So I definitely have visibility of both ecosystems in that sense. So, and Mr. Ayed, when you first talked, you talked about exponential technologies. You talked about AI, you talked about 3D printing, you talked about singularity. And everything I heard today is more focused on robotics, yet engineers is the big issue. So today, I agree absolutely with what you just said, right? Which is, we are not able to find actually high qualified engineers, what you talked about, Ms. Gerber. The reality of it today, as somebody who's trying to invest back in my country and to hire in my country, I've been here for the past 4 weeks trying to find one senior Java full stack developer, right? And what we find out is that most seniors, yes, immigrate. And we cannot blame them because when you live in a country that's 2 hours away from every major city in Europe,
where the offer is 5 times bigger, you can't blame them. So the reality of it, we need to stop positioning ourselves as cheap labor, right, and more as high qualified. That being said, I also heard you when you said Italy today is investing 2.4 billion just in research. So if we want to position ourselves for Industry 4.0, how can we do it when even the trainers of the trainee, right, are not qualified today? So what we're looking for from the other side is why don't we see more corporations investing in training the trainers and the engineers, and how can we really do it Tunisia? So because today we're still in linear growth. We're not seeing the exponential growth. And I don't agree with the urgency and reactivity, but more proactivity. So what I'm asking from my country, how can you help me as an entrepreneur who's trying to invest back? What can we do, Italy, Germany, and all the other countries, to help us expand you more here, and myself as well, and invest back even more in education in that sense? Thank you. I think you should be the chairwoman of the movement that I mentioned earlier. Why don't you lead this movement? Because I need 5 like you, really, in Tunisia, and then we'll make a difference. We'll have a revolution just with 5 like you. Look, the proposal that Mr. Viscardi very kindly made, maybe that's one way to go. And I'm sure we could do the same thing with the Germans. The 2 countries that are really advanced in terms of this Industry 4.0 are Germany and Italy in Europe. And we see some other countries following. Estonia and many other countries are really making headways. But I think that in the southern part of the Mediterranean, Tunisia is really far ahead. I agree with you. I mean, we're not there yet. The road is still long before us. But why don't we make the first steps? We've already started making the first steps. I heard Mr. Tricky earlier talking about his experience. It's wonderful. You know, he said pôle de compétitivité. And this is something that he created. And a pôle de compétitivité is something that was created in France. But he created it himself because he understood the importance there is to create the synergy between the research centers, the industry, and the university. And I think he's probably one of very few examples in Tunisia, one that I know very well because he's a good friend and he tells me everything. And I visited him. But it's something that we can replicate. What he's doing in Sousse, we can replicate. We have, what, 7, 8 technopods in Tunisia? Why don't we do the same thing for, in each one of them? And what Mr. Walid said earlier is absolutely fantastic. He's doing it. He's already doing it, and he's successful at it. So let's not look at the glass half empty. Let's look at it, even if it's a third full, let's look at that full part and try to fill it completely. And I think we have the ingredients, really, I believe it. We have the ingredients, and if the men were to go to Europe, it's with women like you who can fill it. That's absolutely true. I am very sad because I'm thrilled. I'm actually having a great time today. I'm just going to open it for a very last question, and then thank you all for being here. No, this is going to be the last question. Yeah. Pardon? I am talking too loud? Yeah. I'm very sorry, but he's been waiting. We can discuss this in close-up with the... Okay, thank you very much. Assalamu alaikum, bonjour, and good afternoon. I'm trying to cover all the languages here, and I'll throw in ciao as well. This is my first trip to Tunisia, and I've been extremely impressed, and thanks to the organizers for putting this together. I've received a lot of great information, and see where Tunisia is today. It's a very, very exciting time. I have a lot of respect for the participants and colleagues, etc., from the north of Tunisia, but a lot of conversation, in fact, most of the conversation over the past day and a half has been about Italy, the European Union, France, Germany, etc. I was very, very happy to hear Singapore finally mentioned today. I am the Regional Trade Commissioner for the Government of Singapore, and I'm here essentially to look at opportunities in Tunisia. My proposal to you, let me put a proposal out to you as well, is that the world doesn't end 2 hours north of Tunis. There is much more going on in Asia as well, and I would tell you to please
If you look at Singapore, for example, we talk about robotics. We have put in over $350 million into a national robotics program for the next 3 years. On ICT, we are ranked very, very high in the top 20 globally. And I would look forward to opening up collaboration and cooperation with Tunisian companies and the government to take forward with Singapore. Thank you. What a surprise. I chose the right question, I think. Well, sorry for the last question, but we need to cut somewhere. We'll be happy to talk to you in person. Thanks very much for to all the participants. I think it's been quite an insightful panel. The conclusion would be there is a room to fill with ideas, with business, with dialogues, and with action. I think there's lots of things to do, starting with having a coffee with Mr. Sir from Singapore, and so on. Thanks especially to the Italian representatives who made this panel happen. And I think it's already a great news that we have Italy, Germany, although it's the European Union, I know it's close by somehow, but Tunisia, Germany, Italy, and this is already happening. Maybe Singapore is a 2.0 step, but this is already very, very great. So thank you very much. Particular thanks to the Président d'honneur, the TIF, and thank you everybody.